Bonjour Clara, Bonjour, merci d'être avec nous. merci à vous. Au sujet de Night Vision, j'aimerais savoir... alors le film commence avec une image de vidéosurveillance qui va revenir évidemment, qui est un élément central, mais qui est pas le seul élément, parce que c'est un film quand même assez composite dans sa nature. Je voulais savoir si cette mésaventure-là avait donné l'impulsion, enfin l'envie du tournage, ou si justement l'envie elle-même était un peu plus composite. Oui, c'est la découverte des images du voyeur. Même, je dirais que ça a enclenché l'idée qu'il y avait un film à faire. Et je me disais même, c'est pas vraiment mon langage en tant qu'artiste plasticienne, c'est dommage. Ce film ne se fera pas parce que c'est pas mon langage. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que je pouvais le faire si je voulais et que j'étais pas contrainte. Et du coup, voilà, ça a été un processus. Je venais de m'acheter une caméra pour filmer mes performances, mon travail plus plastique. Et du coup, j'ai commencé à amener ma caméra avec moi. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça, en voyant les images. J'ai une fascination pour ces images. Et petit à petit, j'ai commencé à filmer mon quotidien. Et donc, ça s'est monté doucement comme ça. Ouais. Mais l'élément déclencheur était de voir les images, oui. Et du coup, quand vous dites que vous avez aussi filmé votre quotidien autour de ça, est-ce que vous aviez le sentiment que filmer le reste, c'était chercher une manière d'éclairer aussi ce phénomène-là, cette mésaventure-là, ou simplement vous avez filmé et puis petit à petit, vous avez trouvé une... Oui, quand j'ai commencé à filmer, je sentais que j'avais envie de maîtriser un peu la situation. Comme l'a dit Catherine Bizerne tout à l'heure, c'est vrai que j'avais envie de comprendre où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Et j'avais besoin un peu d'ancrer, me localiser. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, quelque chose que je racontais aussi par tout ça, c'était un huis clos, une grande solitude qui n'était pas triste, mais qui était un sujet. Et donc, petit à petit, finalement, le sujet du voyeur a ouvert des nouvelles pistes, on va dire. Donc, c'était important pour moi de mettre en parallèle cette menace ou cette présence abstraite du voyeur et mon quotidien assez lent et solitaire à l'intérieur. Est-ce qu'à ce sujet, d'ailleurs, vous pourriez succinctement, parce que je pense que quelques spectateurs se posent la question, nous éclairer un tout petit peu sur la situation, prosaïquement, qui était la vôtre à ce moment-là, le travail que vous faisiez pour ce photographe et ce qui était un petit peu votre quotidien, et peut-être depuis combien de temps, puisque vous êtes française? Oui, en fait, j'ai vécu à New York pendant 12 ans. Et j'ai travaillé pour Thomas les 4 dernières années. Et en fait, Thomas, je l'aidais sur ses archives et puis un peu sur... Thomas fait moins de photos aujourd'hui, donc c'était surtout de la gestion de ses photos, de toute sa vie, de sa carrière, et puis imprimer les photos, les envoyer quand il fallait les envoyer, communiquer. Je gérais un petit peu le travail dans le studio. Et j'y allais, moi je vivais à New York, je vivais à Brooklyn et j'allais dans les Hamptons, soit j'y allais 2-3 jours par semaine et je vivais sur place, soit j'y allais pour une période d'1 mois, de 2 mois, ça dépendait. Si Thomas partait en voyage, je venais passer du temps et si jamais il était là, je venais quelques jours dans la semaine. Et c'était donc les 4 dernières années de ma vie à New York et puis cette situation est apparue au cours de la dernière année. Et donc voilà, c'était il y a 3 ans. Donc je disais tout à l'heure que c'était un film un peu composite dans son principe. On a l'impression d'une succession de notes ou de petites expériences visuelles, d'essais comme ça. Mais il me semble manifeste que c'est un film qui tourne beaucoup autour de la question du regard. Vous parliez tout à l'heure de la maîtrise. Est-ce que je me trompe beaucoup si je vous dis que le film me donne l'impression d'être, en quelque sorte, de mesurer l'écart entre une sorte de toute-puissance du regard qu'on retrouve notamment évidemment quand vous travaillez pour le photographe et que vous allez chercher très très loin dans le détail d'une photo, la photo de Mohamed Ali par exemple, où on a l'impression que évidemment vous maîtrisez absolument par le zoom, même si le mot n'est pas tout à fait adéquat. Et puis évidemment en contrepartie avec cette affaire du voyeur, une grande impuissance du regard. Oui, j'ai très vite réalisé qu'il y avait peut-être trois angles trois regards qui parlaient du même phénomène, qui était le voyeurisme, on va dire, pour faire vite. Et pour moi, d'un côté, il y avait Thomas, pour qui je travaillais, qui était célébré pour son regard et pour voler des images et pour voir au-delà de ce qui lui était autorisé.
Et je travaillais pour lui, donc je découvrais cette démarche au travers de ces images. Et puis il y avait le voyeur qui est l'archétype du pervers qui s'autorise, enfin qui franchit des interdits pour pouvoir voir, et qui est aussi l'inconnu. On ne sait pas pourquoi et jusqu'où ce geste peut aller. Donc il y avait ces deux contrastes, on va dire, entre Thomas et le voyeur, et puis moi au milieu qui à la fois était témoin qui observait les images de Thomas et qui les découvrait, et d'un côté aussi, tout d'un coup, je me suis positionnée moi-même, peut-être en tant que voyeur, où j'ai voulu utiliser ces outils pour voir, pour avoir un regard sur cette situation entre deux pôles. Et donc de filmer m'a donné un certain pouvoir. Enfin, en anglais, il y a ce mot « empowered », et c'était quelque chose que je ressentais, que ça me donnait un peu de pouvoir par rapport à la situation que j'étais en train de vivre, et pour me positionner, pour assumer un regard. Et puis c'est vrai que aussi, de fait de zoomer dans les images, ce que je dis par rapport à Mohamed Ali, c'était à la fois peut-être assumer une petite perversité moi-même, ou en tout cas qui était malgré moi presque, c'était mon travail, et que tout d'un coup je me rendais compte qu'il y avait une intimité qui se jouait et qui était opérée par ce travail. Et du coup, c'est vrai que tout d'un coup, j'ai eu envie de réfléchir sur à la fois notre envie de voir et l'importance du travail de Thomas, de nous montrer ce qui se passe dans le monde au-delà de ce qui est autorisé de photographier, et d'un autre côté aussi un interdit franchi qui fait peur un peu. Voilà. Donc il y avait ces deux pôles, et moi j'essayais de me positionner entre ces deux pôles. Voilà. Et en même temps, cet interdit, cette frontière à franchir ou ne pas franchir, c'est d'une certaine manière, c'est ce que rappelle votre film, ça n'est qu'une étape sur le chemin d'un mouvement qui est peut-être celui qui définit le regard au fond. C'est-à-dire, est-ce que le regard, c'est autre chose finalement que cette espèce d'envie de pénétrer la réalité, et donc toujours quelque chose d'assez voyeuriste. C'est ce que disait Walter Benjamin à propos de la photo et du regard photographique et cinématographique, c'est que c'est une opération vraiment de pénétration intensive du réel, quoi. C'est-à-dire qu'on veut aller dedans, mais finalement, est-ce qu'on peut trouver quelque chose au bout? Parce que quand vous filmez à votre tour à la fin, c'est là où je parlais d'impuissance aussi un petit peu, c'est que vous continuez à zoomer, et puis... Ouais. Oui, en fait, dans les images de vidéosurveillance, plus on se rapproche, et plus on se rapproche, et plus le personnage du voyeur devient un peu monstrueux et presque imaginaire. On voit une forme de visage, mais c'est pas son visage. Il rentre pour moi dans l'univers de l'imaginaire à ce moment-là. Donc finalement, mon regard me fait construire une image mentale ou imaginaire, et moi je pars après aussi dans mes fantasmes et dans mon imagination. Et effectivement, l'image de la fin, où finalement, j'ai pas pu me rapprocher de lui plus que ce flou qu'on perçoit, c'est le plus près que j'ai pu atteindre. Et ça m'intriguait. Enfin, je suis intéressée par l'idée que mon regard n'est pas résolu ou abouti ou accompli, qu'en fait il ouvre en fait finalement un champ d'autre chose. Et j'espère que cette fin qui pourrait passer comme quelque chose qui a été raté, parce que je dis que je n'ai pas eu le courage d'aller taper à sa porte, et puis je le filme et on le voit au flou, puis je m'en vais, c'est pas un échec, c'est juste le fait que ce regard, enfin c'est la limite du regard, mais aussi du coup ce qui peut permettre sur d'autres champs. Le regard qui est mis en échec que vous, proprement parlé. Oui, voilà, exactement. Mais le regard, du coup, par son échec du réel, peut-être, qui serait la confrontation. Et c'est pour ça que j'ai terminé sur le récit d'un rêve. C'est que, du coup, moi, je pars avec mes histoires qui sont provoquées par cette situation. Et par le film, qui est finalement aussi un moyen de faire de cette situation un objet qui existe et qui n'est pas juste subi. Je ne suis pas juste en train de subir cette situation du voyeur, mais j'envoie une réflexion. Je réfléchis comme un miroir réfléchissant sur cette situation. Ouais. Justement, j'allais parler des reflets. Vous voyez, vous parlez naturellement de miroir. Et puis, l'idée qu'on commence et qu'on termine du côté de l'inconscient, dans le rêve, c'est aussi, finalement, est-ce qu'au bout de cet élan-là, on trouve autre chose que soi-même? C'est presque un peu ce que le film interroge. Oui, je pense que pour moi, c'était une réflexion sur moi-même. Enfin, cette situation m'a fait par exemple réaliser que j'avais pas très peur, et sans ça je l'aurais pas découvert. Je me suis dit j'ai tous mes amis qui me disaient
arrête de travailler en fait, arrête d'y aller, c'est trop dangereux. Et moi je leur disais mais je me vois pas arrêter de travailler, je tiens à ce travail et puis c'est ma vie. Et je voulais pas donner ce pouvoir à ce voyeur de changer le cours de ma vie en fait. Et donc je me suis rendu compte que oui, finalement tout ça, ça m'a mis face à moi-même et ma réaction. Et aussi quand j'ai vu les images du voyeur, je me suis dit c'est une situation que j'ai vue dans des films quand j'avais 16 ans d'horreur, des films d'horreur. Et je me disais, mais pourtant, je ne le ressens pas du tout de la même manière. Il ne s'agit pas de la même chose. Je n'ai pas le même rapport avec cette personne ou cette présence. Et je pensais avoir construit quelque chose de par ces films d'horreur où en me disant, forcément, je devrais avoir peur, je devrais partir en courant. Tous les radars sont au rouge. Et en fait, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et effectivement, ça m'a fait avancer sur même mon regard, par exemple, sur cette situation en tant que femme sous peut-être une forme d'emprise un peu discrète de ce qu'on pourrait appeler une menace ou un prédateur. Et je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et j'ai voulu explorer ça. Donc, c'était une découverte pour moi sur moi-même aussi, cette expérience. Alors vous dites que vous n'aviez pas peur, mais le film lui fait peur, en revanche. Ce qui veut dire que vous vous êtes quand même posé de vraies questions de mise en scène qui relèvent de... Vous disiez tout à l'heure, c'est pas un film pour moi. En même temps, vous avez vu ces films que vous évoquiez à l'instant, ces films d'horreur, etc. Je veux savoir dans quelle mesure vous êtes posé la question comme ça, c'est-à-dire comme un cinéaste qui doit traiter un matériau qui est un matériau d'angoisse et qui doit faire peur au spectateur. Alors c'était une vraie question parce que en fait, je me suis rendu compte à un moment donné où, évidemment, il y a un moment donné où j'ai voulu construire ce film et j'ai voulu en faire un film qui serait vu. Et donc, j'en parlais autour de moi et je racontais ce qui m'était arrivé dans la vraie vie. Et les gens à qui j'en parlais étaient fascinés et passionnés et effrayés. Et je leur montrais le film qui n'était pas la version finale, qui était les étapes. Et il y avait une forme de déception parce que il n'y avait pas l'aboutissement vers c'était pas un thriller et donc il y avait une sorte de déception par rapport au récit et je me suis rendu compte que ce que je racontais, ce que j'avais vécu dans mon récit était peut-être plus et je voulais pas le rendre je voulais pas en faire un film d'horreur, je voulais rendre l'angoisse et le tangible, mais j'ai essayé de trouver un équilibre pour qu'on ressente à la fois la tension de cette présence abstraite et en même temps, je voulais faire le récit de cette situation où en fait j'ai pris le contrôle d'une certaine manière en décidant de faire un film. Je me suis intéressée je commence à regarder les images, à les analyser. J'ai essayé de trouver quelque chose qui se jouait entre la peur, l'angoisse et aussi, en fait, le voyeur, il ne faisait pas que, je ne le voyais pas que comme une menace. Je me disais, s'il faut, il est venu, ça fait 4 ans. Avant qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance, il y avait peut-être, il venait déjà, je ne le savais pas. C'est les images qui me l'ont révélé et je ne savais pas. Et peut-être qu'il n'a pas d'autres intentions que de... Et donc, c'était difficile d'analyser la menace, c'était difficile d'analyser... et je voulais parler de ça, je voulais parler du fait que ce n'était pas un scénario classique, quelque part, où je le vivais pas comme ça. Et en même temps, ce que je trouve très beau dans le film, et justement presque par rebond, le film nous fait repenser à certains de ces films d'horreur auxquels on peut penser, c'est qu'il nous rappelle aussi que cette angoisse-là cinématographique, elle est toujours du côté d'un questionnement théorique sur le regard, finalement. Et je pense notamment à une scène qui est presque une scène comique, qui fonctionne presque un peu sur un gag, à la scène du canard. C'est-à-dire que jouer constamment sur c'est de la pure direction de spectateur, pour le coup, parce que la tension monte jusqu'à ce qu'on découvre que le chien n'aboie qu'après un canard, en définitive. C'est aussi un moment assez théorique sur cette question-là, qui fait un peu écho à, je ne sais pas si c'était l'intention, mais cette image du 11 septembre, justement, où vous soulignez bien qu'évidemment, selon l'endroit où on regarde la photo, on ne regarde pas du tout la même chose, quoi. Oui, alors cette scène, c'est vrai qu'elle est un peu emblématique pour moi de ma démarche par rapport au film, elle est pas mal résumée dans cette scène, dans le sens où on a l'angoisse qui monte, comme vous disiez, et en fait, finalement, on se rend compte que c'est un canard et c'est assez drôle. Et c'est vrai que je pense que j'avais envie de déjouer les attentes, voilà, cette tension qui monte, je voulais pas qu'elle aboutisse sur un plaisir de se dire ah ben oui bien sûr je savais qu'on était en danger, ah oui bien sûr ça ne pouvait que mal finir, et du coup il y a quelque chose qui reste suspendu et moi je suis partie de là-bas et j'ai
c'est resté suspendu, cette histoire ne s'est jamais terminée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette situation continuer d'exister d'une certaine manière et je voulais pas voilà. Et du coup, c'est vrai que l'envie de déjouer des attentes à ce niveau-là, je trouvais était assez belle dans cette scène. Et puis ça, cette scène avec le canard, c'est évidemment, j'ai pas mis en scène, et donc je pense que c'est aussi moi qui ai tiré des leçons de ce que je vivais, c'est-à-dire que j'ai pas écrit quelque chose, j'ai filmé ce que je vivais, et puis évidemment une scène comme ça me racontait ce que j'étais en train de vivre, se mettait en écho avec ce que j'étais en train de vivre, et ça m'a aussi orientée quelque part. Vous dites quelque chose de très beau au moment, au moment où vous travaillez sur la photo de Mohamed Ali. Vous parlez, je crois, de caresses microscopiques, c'est ça? Et il me semble là aussi que finalement tout le film, entre ce moment-là et tout ce qui se joue autour du voyeur, le film nous rappelle aussi que le regard peut être, et même peut-être complètement du côté du toucher, et que, je trouve, voilà, il me semble que le film insiste beaucoup sur cette dimension sensible là, quoi. C'est-à-dire que le regard, à la fois, c'est possiblement lointain, ça protège, et en même temps, il y a toujours quelque chose de très proche par le regard. Oui, je pense que ça, c'est aussi parce que je suis une artiste plasticienne qui s'intéresse à la sensorialité et quand je travaille pour Thomas, parce que donc je suis pas photographe et je travaillais pour un photographe, et du coup je faisais des ponts, je cherchais des outils comment dire, des outils sensibles qui étaient les miens pour rejoindre son travail, et c'était dans ces moments-là que ça se jouait pour moi beaucoup. Dès que je mettais à zoomer, que ça devenait complètement abstrait et que je me disais c'est incroyable, je suis sur l'épaule de Mohamed Ali, et pourtant c'est une sorte de matière granuleuse sans définition, et pourtant je suis en train de faire quelque chose de très concret au niveau de l'image, de très métaphorique au niveau du fait d'être en contact d'une certaine manière avec l'icône, la personne qui se cache derrière l'icône, et puis en même temps je suis avec une matière pure, et donc il y avait ces trois niveaux comme ça qui se jouaient, et la sensorialité de la situation, je pense que elle était effectivement avec le voyeur, le fait de ne jamais être en contact avec lui, toute la matière se jouait au travers des images de caméras de vidéosurveillance, et je pense que du coup c'est ce qui a un peu aussi généré ma fascination, c'est le fait de la même manière que je travaillais sur les images de Mohamed Ali, j'ai projeté un peu cette trilogie de regards et de sensations sur les images de vidéosurveillance. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir maintenant Jean-Claude Rousseau pour Un monde flottant. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser, pour commencer, une question toute simple au sujet du titre et de ce qu'il inspire. Ce monde flottant renvoie évidemment évidemment, on ne le sait pas forcément, mais à une notion japonaise qui elle-même est au cœur d'un art ancien. Alors je sais bien que pour vous avoir lu, et d'ailleurs je profite à ce sujet de l'occasion pour mentionner le fait que les éditions de l'Œil viennent de publier un recueil de notes qui s'appelle Les draps pliés du Grand Lit. Ce sont des notes qui remontent essentiellement à la période de la Vallée close, si je ne dis pas de bêtises. Oui, principalement, sans que je me le rappelle très bien, mais aussi écrites par la suite, aussi bien quand j'ai commencé à filmer en numérique. D'accord. Un monde flottant. Hein. Alors voilà, un monde flottant. Donc je pense à ça parce qu'évidemment, ce que vous rappelez dans ce livre et que vous avez souvent dit, c'est qu'il n'y a pas d'idée avant le film, il n'y a pas de projet, il n'y a pas grand-chose ou rien avant le désir ou le besoin de filmer. Néanmoins, avec ce titre qui nous amène ailleurs avant même qu'on ait déjà vu le film, est-ce qu'on peut considérer que le film revendique sinon une filiation, en tout cas une parenté avec ce monde flottant japonais? Sûrement une inspiration, oui. On peut relier aussi bien au film d'Ozu qu'aux instants d'Hiroshige. Alors évidemment, au cœur de l'ukiyo, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il y a une sorte de poétique, presque d'éthique de la contemplation plutôt, et ça on le retrouve dans vos écrits aussi, plutôt que l'observation, plutôt que le détail. C'est quelque chose qui me semble avoir traversé votre œuvre, mais j'ai l'impression que peut-être vous le dites encore plus ou encore plus explicitement cette fois autour de cette figure de celui qui regarde, que vous incarnez dans le film, mais vous n'êtes pas le seul. Vous filmez beaucoup de gens dans cette position de contemplation.
Oui, mais ces personnes qu'on voit dans le film, plus que moi, je crois d'ailleurs, elles sont dans l'image. Donc, en fait, de contemplation, ce qui me viendrait à l'esprit, ce n'est pas de dire que c'est eux qui sont dans cet état de contemplation. C'est nous qui contemplons une image qui est traversée par ces personnes, traversées ou simplement qui sont positionnées dans le cadre de l'image. Donc, oui, bon, il ne faut pas avoir peur des mots. Contemplation, oui. On peut dire ça. Je crois que si c'est véritablement une image qui nous est offerte, elle nous met dans un état contemplatif. C'est-à-dire, enfin non, je voudrais juste ajouter qu'on n'est plus dans un état d'observation. Vous disiez, justement, ils ne sont pas devant l'image, ils sont dans l'image. Vous ne les voyez pas du tout, vous, devant l'image, parce que moi, en découvrant ces plans qui les mettent en scène, c'est pas le cas, mais je pense notamment à la fin où une de ces dernières figures est face à l'océan. Enfin, on a quelque chose qui m'évoque quand même un peu le sublime, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont devant une image qui les dépasse complètement. C'est pas ce qui vous travaillez au moment de le film. Je pourrais répondre non, en fait, puisque c'est redire que c'est voir l'image qui fait que, si peu qu'on ait du matériel de cinéma ou appareil photo, on en garde une trace. Mais c'est dire qu'il n'y a pas besoin de ça pour voir l'image. C'est quand même très partagé, le fait de voir l'image qui se traduit toujours par une absence, à vrai dire. Face à l'image, si seulement on la voit, on est inévitablement, peut-être que là c'est un risque, dans un état d'abandon. Vous filmez différents lieux au Japon, et ça on le devine parce que le film est dans la rythmique du film, il y a les voyages en train ou en métro. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces bois de Nara où vous avez filmé les cerfs et de votre envie de filmer? Oui, donc à Nara, le lieu est connu pour la présence de ces cerfs qui descendent de la colline boisée et qui arrivent dans les parcs et qui rentrent dans la ville. Bon, c'est assez troublant de voir ça. Ce qui est autrement que troublant, assez terrible, c'est que pour des questions de sécurité, ces beaux animaux, ces cerfs, ont les bois coupés. Comme c'est dit à la fin du film dans un carton que j'ai hésité à mettre, mais j'aurais craint que s'il n'était pas dit qu'à l'occasion d'une cérémonie annuelle où il y a un public nombreux, on coupe les bois des cerfs, c'est comme si j'aurais été témoin de cela sans trouver rien à redire en quelque sorte. C'est très surprenant parce que Nara, c'est un sanctuaire shintoïste et donc la nature, c'est elle qui domine dans cette spiritualité. Et il se trouve que depuis, je ne sais pas précisément, ça n'a pas toujours été ça, évidemment, on mutile ainsi les cerfs. Donc, d'ailleurs, ces plans dans le train, qui est en fait une sorte de train de banlieue, c'est dans le trajet qui mène de Kyoto à Nara. Mais en même temps, ces plans répétés du train donnent une ligne à suivre dans le film. Et il s'accorde avec ce qui se finit par ailleurs, c'est-à-dire ma présence dans cette chambre d'hôtel qui sera occupée par quelqu'un qu'on a vu auparavant
et qui semble être dans l'attente. Ce que je dis là, c'est simplement répondre aux besoins d'histoire. Et on a tous besoin d'une histoire devant les images. Et donc là, on y trouve son compte. Bon, cette personne, on l'a vue plus d'une fois dans des plans extérieurs. Et puis on peut imaginer, mais imaginer à partir de l'image, donc surtout pas imaginer avant l'image. On peut imaginer qu'il attend que la chambre se libère. Et ce qui veut dire que celui qui s'y trouvait avant est sur le départ. Et comme on le voit sur le départ, on voit aussi cette jeune fille qu'on a vue assez tôt dans le film, dans ce train de banlieue, collégienne probablement, qui révise ses leçons, qui écrit même sur un cahier. Elle ferme ce cahier, elle range ses affaires dans son sac et elle sort et la place reste vide. Sa place reste vide, mais cependant, on va continuer à suivre le trajet du train. Donc, quand je dis vide, il y a cette idée de vacuité qui me convient tellement par rapport à l'art japonais. Et à Ozu, bien évidemment. Bien puisque on sait, par le film de Wim Wenders, que je trouve d'ailleurs assez honteux, justement sur sa fin, vers sa fin, je crois me rappeler, Tokyo-ga, alors qu'il amène Shishuryu sur la tombe d'Ozu, on sait que sur cette tombe, il y a l'idéogramme mu qui signifie vide. Quand vous parlez de ce qui se joue avec l'autre occupant de la chambre d'hôtel, vous dites on a besoin d'une histoire, on a le sentiment à vous écouter que finalement vous n'en avez pas forcément besoin, enfin peut-être que je me trompe. Si. Ah, pardon. Bien sûr, c'est le besoin d'une incarnation en quelque sorte. Mais ce qu'on peut trouver de particulier, ça doit se ressentir dans les films, dans ce film et dans tous mes films, tel qu'il commence, elle n'est pas donnée d'emblée, mais les images, si je puis dire, les plans qui se succèdent, consentent à des rapprochements qui font sens. Et donc, comme on en a besoin, on peut saisir une histoire. Et là, ce qui, dans le film, contribue à cela, c'est le parapluie, dont on imagine qu'il a été oublié dans un tiroir de la table de nuit de cette chambre d'hôtel, et il le découvre le nouveau venu. C'est un parapluie automatique, donc il est surpris par son ouverture. Bon, oui. Et vous dites ce récit ou cet embryon de récit n'est pas donné tout de suite. J'ai presque envie de vous dire, mais j'ai peur de ne pas employer le bon mot, mais qu'il nous est aussi repris au bout d'un moment. Et en disant ça, je pense évidemment au fait que vous rappelez tout de même à la fin qu'il y a une mise en scène, pour le coup. Là, on est bien obligé d'employer le mot. Oui, en effet, vous pensez peut-être à ce plan... c'est pas une séquence, c'est un plan où celui que je filme, celui qui, d'un point de vue fictionnel, est le garçon qui prend ma place dans cette chambre d'hôtel, il fait un déplacement, un mouvement, et puis il réalise que ce n'est pas exactement ce que je lui avais demandé, et heureusement, ça le fait sourire et presque rire en me répétant « I'm sorry, I'm sorry ». Bon, donc... ça m'a paru vraiment nécessaire de conserver ça. Justement pour évacuer peut-être un semblant de mise en scène. C'est pas tout à fait le seul moment d'ailleurs, le sonneur de cloche, on vous entend le diriger au début. Tout à fait, ouais, je vois que vous avez bien vu et entendu le film, parce que finalement c'est très bref. Et je lui dis, qu'est-ce que je lui dis, le sonneur de cloche?
Allez-y, je crois. Quelque chose du genre once again. Oui, voilà. C'est-à-dire do it again. Ce qu'il fait d'ailleurs. Et il y a ça aussi, oui, qui je crois que c'est un peu ce que vous disiez, qui casse en quelque sorte ce qui pourrait être une fiction trop affirmée. J'aimerais bien évoquer aussi deux figures, alors parmi toutes les figures qu'on voit dans le film, deux figures en particulier. J'allais dire au début et à la fin, mais en fait la deuxième on la voit un peu au milieu aussi. Le film commence par un carton qui dit esquisse et croquis. Si je ne me trompe pas, c'était déjà le même carton au début de l'arrière-saison. En effet, je suis surpris que vous ayez vu ce premier film que j'ai fait au Japon un an avant, je crois, qui est plus court. Mais aussi bien on retrouvait ce carton pour l'autre film court qui s'appelle Si loin, si proche. J'ai hésité à le garder là, et puis finalement, il m'a semblé bienvenu de le laisser au début parce que le plan qui suit est justement c'est là où je voulais en venir. Voilà, une femme qui est assise sur un banc dans des beaux parcs de Kyoto et qui fait de l'aquarelle. Donc esquisse et croquis, d'une certaine manière, ça s'imposait que je le garde pour qu'on le relie à une de ces premières images du film. Et alors justement, je parlais de deux figures, moi je pense à celle-ci et instinctivement j'avais envie de la lier à la figure du guitariste. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? De ma part de spectateur, c'est pas. Oui. De quelle manière vous établissez un lien? Alors, je vais être un peu plus précis. Mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de gens devant l'image. C'est que j'ai un sentiment en regardant ces deux personnages qu'ils sont en retrait. Alors, je ne vais pas dire en retrait dans le film, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez que leur position d'artiste les met dans une position d'artiste d'ailleurs, je ne sais pas comment le dire mieux, vous voyez, mais et c'est surtout vrai, je trouve, pour ces très beaux plans avec la partition, le guitariste qu'on devine, etc., qui donne l'impression qu'il est en une sorte d'antichambre du film, vous voyez, dans un lieu un peu... Oui, c'est-à-dire, on ne fait vraiment que le deviner, hein, contrairement à la femme qui fait de l'aquarelle. Donc, pour moi, ce n'est que de la musique, ça, qu'on entend d'ailleurs avant qu'on le voit. Et donc, filmer la nuit, ça fait partie, comme je pourrais dire, tous les plans du film, de manière totalement inattendue. À Arashiyama, au large à la limite de Kyoto. Et donc, il y a cet homme dans l'obscurité, mais qui a quand même une petite lumière pour éclairer sa partition, ce qui permet aussi d'éclairer sa guitare. Et donc là, il s'essaie un morceau avec un fond orchestral d'ailleurs. Et donc, il répète ce qu'il veut apprendre par cœur, probablement. Et donc, ça contribue au rythme du film, puisqu'à la fin, on le revoit et on entend la même musique qui, là, se charge émotionnellement, je pourrais dire, quand justement, dans ce train, la jeune collégienne ne s'y trouve plus et qu'on s'ouvre sur un espace cosmique, en quelque sorte, puisqu'on voit la Terre comme on la voit en avion sur ces longs trajets, sur le petit écran qu'on a devant le siège et qui indique le positionnement de l'avion ou ce que l'on est en train de survoler. Là, il se trouve que ce sont des déserts, donc ça m'a bien plu. C'est ce que j'allais dire, il n'y a que des déserts. Ouais. Oui, justement. Ouais. Donc, c'était assez parfait. Et ça a rencontré comme vous disiez tout à l'heure, mais ce n'est pas le plan final, une des figures, pour ne pas dire personnage, qui se trouve au bord de la mer. On ne pouvait pas vraiment s'en douter quand on l'a vu bien avant
à peu près dans ce même lieu, mais sans qu'on voit la mer, avec ces gros blocs de béton sur le rivage. Et là, on découvre qu'en fait, il est au bord de la mer. Donc, disons que la mise en place des bobines s'oriente de cette manière-là pour arriver jusqu'à cette dimension que j'oserais dire cosmique, oui. Il y a un dérèglement soudain dans le film. Enfin, c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a, on va dire, deux secousses et puis des réminiscences comme ça. Mais c'est vraiment un dérèglement qui va toucher à la chair de l'image elle-même, parce que l'image en est affectée, elle est soudain saturée, elle tremble. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah ben, ça me rassurerait que vous puissiez me le dire. Oui. Donc, on est au Japon, c'est un moment de tremblement de terre. Et donc... c'est pas le monde qui tremble, c'est l'image. Oui, mais alors, dans ce passage, il y a composé à la fois une prise que j'ai faite à Nara, là où se trouvent les cerfs, et qui en effet tremble sans que je l'ai voulu, parce que peut-être je donnais un coup de pied dans le pied de la caméra, bon, et ça a rencontré des images de la télévision qui, dans un reportage, rendent compte de ce tremblement de terre. Et donc, ça compose quelque chose, ces images de la télévision assez brèves, qui montrent des secousses, justement, en effet, sur la voie ferrée d'ailleurs, ça rencontre une prise que j'ai faite où je sais pas, qu'est-ce que je dois dire, je tombe du lit, en tout cas je suis renversé. Bon, donc j'ai provoqué cela. Mais ça m'a paru bien s'accorder juste avant que l'on voit dans un des temples, je ne sais plus lequel, de Kyoto, ces magnifiques jardins de pierre qui, au contraire, figurent la stabilité. Une toute dernière question, pour en revenir au cerf de Nara. Il y a, il me semble, encore une fois, une rencontre importante qui se joue, qui passe par un échange de regards, justement. Et j'ai vraiment l'impression, pour en revenir une dernière fois à vos notes, que quand vous parlez de, si mes souvenirs sont bons, de présence offerte plutôt qu'autre chose, d'être vraiment confronté à ce qui serait peut-être la définition la plus juste d'une présence offerte à ce moment-là. Et en fait, je sais pas, moi c'est un moment qui me bouleverse dans le film, je vous le dis, mais évidemment parce que c'est une question de rythme aussi, c'est qu'il intervient à un moment voilà, où il permet d'être chargé de tout ce que le reste du film a travaillé. Est-ce que vous, de votre côté, vous voulez me dire quelque chose sur cette rencontre, si vous la voyez comme une rencontre d'ailleurs, comme un échange, ou ce qu'il en a été de votre côté? Mais en rapport peut-être plus précisément à quel... plan où se voit ces cerfs. Je crois qu'il y en a deux. Je parle de regard caméra de l'animal. Mais c'est ce qu'il faut dire, justement. Pardon. C'est à ça que je pense. C'est pour ça que je parlais de rencontre, d'échange. Oui, bien sûr. Donc c'est tout à fait étonnant d'avoir droit dans les yeux ce jeune cerf. On sait que les regards caméra chez Ozu, c'est assez extraordinaire. Et... mais donc j'allais dire quelque chose non, j'allais dire oui, c'est d'une grande modernité finalement, ces regards caméra. Mais je les ai croisés, ces regards des cerfs. Et vraiment, peut-être que vous parlez d'émotion et ce que vous avez ressenti, il nous interroge. Il nous interroge, et puis moi je me demande même si le vrai petit vertige d'émotion que j'ai ressenti tient pas au moment où il repart. J'ai envie de dire où vous le laissez partir, parce que c'est vous qui coupez aussi. Ah non, je prends le temps de voir son retrait de l'image. Oui. Et
Oui, en effet. Il s'est approché et il s'éloigne et vraiment, il nous questionne, oui. Bon, c'est aussi, après le peu de générique qu'il y a à la fin, l'image à nouveau d'un de ces cerfs couchés en bordure de la route où il y a une circulation importante. D'abord, ce cerf adulte, qui n'a plus ses bois évidemment, il regarde la caméra et puis il tourne son regard ailleurs. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout ça étant donné évidemment, c'est une prise où l'on voit deux cerfs dont l'un est approché par une petite fille qui, comme beaucoup de visiteurs et de touristes, a un sac avec des gâteaux qui sont vendus pour nourrir les cerfs. Et elle approche ce gâteau de ce cerf qui, manifestement, n'en veut pas. Et détourne la tête. Et ça, c'est... oui, ça dit quelque chose. Encore une fois, il m'a semblé que j'ai hésité, mais que le carton final s'imposait pour qu'on ne pense pas que je suis, à nouveau, je ne trouve pas le mot, là, je vais dire solidaire de ces mutilations. Bon, les animaux, c'est important. Hein. Je suis d'accord. Merci infiniment. Merci à vous.